Salut à tous. Et du coup, on fait cette petite vidéo un petit peu spéciale. Oui. Parce qu'on a remarqué, durant les festivals de Cannes, un peu plus cet été même, que souvent, vous nous confondiez tous les deux. Donc Alex et Antoine. Oui, et pas l'inverse du coup. Alex et Antoine. Antoine et Alex. Oui. Et du coup, comme c'est vrai que c'est pas évident, Alex, Antoine, c'est assez proche, on s'est dit... Pour vous simplifier la vie, on va trouver une solution et donc on a décidé de changer le nom d'Alex, qui désormais sera Jean-Christophe. Ah non, voilà, ça sera beaucoup plus simple comme ça. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Quoi? Moi, c'est pas Jean-Christophe. Moi, j'ai dit Esteban. Esteban, c'est moi. Non, toi, t'avais dit Jacqueline. Oui, mais alors de toute façon, il n'y a plus de Jacqueline, parce qu'on change pas de nom, parce que du coup, c'est toi, c'est comment déjà? Moi, c'est Esteban. Esteban, Jean-Jacqueline. Bah non, pas Esteban, Jean-Jacqueline, juste Esteban. Juste Esteban. Ouais, juste Esteban. Juste, c'est pas le prénom. Non. C'est Esteban tout court. Attends, c'est compliqué. Moi, ce que je propose, c'est qu'on annule tout. D'accord. Et juste, on se choisit un nom pour l'autre. Ok. Et comme ça, pas de mauvaise surprise. Donc tu choisis mon prénom et je choisis ton prénom. Voilà. C'est bien ça. C'est parti. Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo en agréable compagnie, n'est-ce pas, pour vous parler de jeux de société. Coucou YouTube, coucou Philippine Cacahuète. Salut. Vous pouvez voter dans les commentaires pour si ces noms leur conviennent ou si vous avez des meilleures idées de noms pour les deux zigotos, Alex, Antoine, n'importe, les deux prénoms leur vont. Moi je commence avec Magic Maze qui est un retour en stock ici, voilà le petit jeu coopératif frénétique à communication limitée, voilà. Et je continue avec pas du jeu mais un merci pour les 6000 abonnés, on est même à 6050 je crois. Voilà, donc on vous dit tous les 3, tous les 6 dans la boutique, merci beaucoup de nous suivre, voilà, d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Et on continue, hein, la route est tracée jusqu'aux 10 000, aux 70 000, aux 98 millions. Oui, on y croit ici, on y croit. Donc... Après tout ça, je vous montre des nouveautés parce que vous êtes là et vous nous aimez pour ça principalement et je le comprends. On a un nouveau micro-game dans la gamme noire, donc les duels, donc deux personnes qui s'affrontent à partir de 8 ans et pour 20 minutes de jeu, donc totémique de Chris Ham et illustré par, je prends mon anti-sèche, Yotoy. Alors, on va incarner deux esprits totémiques, on en a 4. Qu'on peut choisir en début de partie. On a donc l'ours, l'aigle, le blaireau et la tortue. Ce qui est intéressant, c'est que déjà chacun a un petit pouvoir de base. Par exemple, le blaireau, quand on l'attaque, il va contre-attaquer. L'ours, il aime bien taper. Lui, quand les gens vont défausser des cartes, enfin son adversaire va défausser des cartes, il va pouvoir attaquer aussi. Et la tortue, elle est plus défensive. Voilà, c'est assez cohérent. Là, pour la partie, hop, on va choisir la tortue qui va affronter le blaireau. Et on va créer une pioche de cartes, sachant que dans cette pioche de cartes, on aura rajouté 2 cartes qui appartiennent au blaireau et 2 cartes qui appartiennent à la tortue. Des petites cartes capacité qui vont se mélanger à des cartes communes. Voilà. Ce qui va être plutôt intéressant parce que tout le monde va pouvoir, enfin les deux joueurs vont pouvoir jouer la carte blaireau même si vous êtes la tortue. Voilà. Vous allez voir comment ça se passe. Petit récap de tour. Le but c'est quoi? C'est de défoncer l'autre. Vous êtes des esprits plutôt guerriers. Donc votre but c'est de tuer l'autre, amener ses points de vie qui sont écrits là-haut à 0 en premier. Alors vous faites avec ce que vous voulez, un dé, un papier, votre cerveau si vous avez un bon cerveau. Mais il va falloir compter les petits points de vie. Le premier à être à 0 a perdu et l'autre l'emporte. À votre tour, c'est soit vous piochez ici la première carte face cachée là et vous la regardez secrètement. Mais par contre, vous devez toujours avoir une main de 3 cartes, donc vous en défaussez une à la place. Vous pouvez défausser celle que vous venez de piocher, il n'y a pas de souci. Soit vous invoquez, vous allez choisir une des 3 cartes au milieu, faire son pouvoir qui est écrit en dessous, puis la mettre dans votre main, toujours pareil, fin de votre tour, il faut toujours que vous ayez 3 cartes dans votre main, donc vous défaussez ce qu'il faut pour avoir 3 cartes. Donc par exemple là, j'ai décidé de... j'ai bien évidemment pris, hop là, une carte un peu compliquée, là voilà. Votre adversaire, par exemple, je vais prendre lui parce que je suis très agressive, votre adversaire perd 3 points de vie, voilà. Ça c'est fait. Okay. Mais c'était le blaireau. Le blaireau, non, lui... c'est quand il perd des défis, lui.
Non, un point de vie. Ah ouais. Ouais. Oh, trop cool. Donc dès qu'il perd un point de vie, moi il m'en inflige un, mais ça va, j'ai quand même fait 3 points de vie, j'en perds que 1, c'est rentable. Mais bon, le blaireau il est toujours là, il contre-attaque. Hop, ça, mon tour est terminé, on recomplète, c'est à l'autre joueur. Ok. Ça c'était invoqué. Vous avez sinon défié, parce que bon, hein, je vous ai dit, on se tape dessus, à part par les petites actions des cartes, des fois. Vous pouvez juste lancer un défi, l'autre peut l'accepter, et à ce moment-là, on va chacun choisir 2 cartes dans notre main et les mettre en jeu, on va dire, en bataille, face cachée, donc l'autre va choisir, et on va révéler, et celui qui a la plus grande somme remporte le défi. Okay. Alors là, j'aurais pas dû le défier, parce que les cartes vont jusqu'à 8. Ouais. Donc autant vous dire que 3 et 2 c'est pas fifou, sachant qu'on peut monter jusqu'à 16 en somme, enfin voilà. Mais bon, pour l'exemple, je suis une fifole. Pour les combats, on va les résoudre donc. Celui qui l'emporte a la plus grande valeur et il va infliger ici 5 points de vie à son adversaire qu'il a battu. Mais au lieu d'accepter le combat direct, j'aurais pu, moi, tu m'as mis au défi, Alex, oui. Je peux te provoquer, c'est aussi une possibilité. Vous criez plus fort que lui, genre... Vous le faisiez très bien les garçons. Oui. Et vous augmentez l'intensité du combat. Maintenant, celui qui perdra 10 points de vie. L'autre peut contre-provoquer. Hop, on monte à 15 points de vie. Et on peut monter comme ça jusqu'à ce que soit on arrive au maximum, 30 points de vie mis en jeu, sachant que si c'est le cas, lui s'il perd, c'est bisous bye. Et là on sera obligé de combattre, parce qu'il n'y a pas de maximum. Soit jusqu'à ce que l'un des deux dise ok bon, je provoque pas plus, on va faire le combat comme ça, c'est bon. Ou alors un des deux dit ok non mais carrément moi je capitule. Je sors du combat et il ne perdra que 5 points de vie. Il ne gagne pas ce qui avait été mis forcément en jeu. Voilà, donc vous avez 3 possibilités. Quand on vous défie, c'est juste attaquer, provoquer ou vous casser. Voilà. Et après, en fin du tour, vous recomplétez le marché, vous défaussez vos cartes si vous en avez plus que 3. Évidemment, on check si quelqu'un est mort. Voilà. Mais si personne n'est mort, on reprend. Et on a la petite carte de domination qui est donnée à celui qui a le plus de points de vie en début de partie. Ça, c'est intéressant, ça va casser les égalités. Et en plus, vous allez pouvoir vous le voler. Et quand vous le volez, vous infligez 1 point de dommage à celui à qui vous le volez. Parce qu'en gros, vous prenez la domination, donc on imagine que vous l'avez frappé pour dominer, quoi. Dernier petit twist intéressant, quand vous videz la pioche, vous la mélangez et tout le monde perd 1 point de vie. Donc en fait, au fur et à mesure du jeu, vous êtes obligé de perdre des points de vie. Ça arrive quoi qu'il arrive. Mais du coup, il y a une grosse course et ça va assez vite. Ils disent 20 minutes. Ça peut aller en 10, hein. On peut enchaîner les défis bien. Et vous allez avoir plein de petits dilemmes au niveau des cartes, parce que vous allez avoir des cartes qui ont des grosses valeurs, mais qui souvent n'ont pas des pouvoirs très fifous. Donc vous allez les prendre pour leur pouvoir, mais après vous allez les mettre en main et ils sont tout pourris par exemple. Là par exemple, je gagne 4 points de vie, c'est trop bien, je vais l'invoquer, je vais le prendre dans ma main. Mais du coup ça va polluer ma main pour de futurs combats, parce que j'ai un 1 tout pourri dans ma main. Donc si on me défie, voilà, c'est un peu nul. Donc voilà, ça va être des petits dilemmes comme ça. Très cool, rejouabilité puisque vous avez en plus des esprits très différents. Et à chaque fois, vous avez les esprits qui amènent leur mécanique et les petites cartes aussi qui sont spécifiques à eux, que tout le monde peut jouer. Voilà, c'était Totémique des microgames. Hello, salut, bonjour, je pensais pas que tu allais enchaîner directement. Vous aimez bien faire des surprises comme ça. Et allons-y, on va continuer avec Nautilus Island, un jeu Funny Fox, un jeu de Yoann Goupy et Théo Rivière. C'est un jeu à partir de 8 ans, on est sur du familial pour 2 à 4 personnes, pour des parties de plus ou moins 20 minutes, et c'est illustré par Clément Masson. On a fait naufrage sur une île déserte, nous avons trouvé l'épave du Nautilus, donc c'est probablement l'île mystérieuse je suppose. Et bon, comme on est un peu égoïste, on va essayer de récupérer du matériel de survie, mais un petit peu plus pour nous quand même. Donc c'est un jeu dans lequel on va essayer de faire plus de points que les autres joueurs. Ici nous avons une mise en place pour 4 personnes. Comment est-ce que ça se joue? Eh bien, quand c'est votre tour, vous allez choisir votre personnage, on n'a qu'à dire que moi je suis... violet. Et vous allez aller de l'autre côté du Nautilus, mais sur une autre colonne. On voit qu'on a tout un tas de colonnes comme ceci, ça va dépendre du nombre de joueurs. Ici, au nombre de joueurs maximum, il y a toutes les colonnes. Et donc, eh bien, admettons, je vais de l'autre côté, là-bas, hop là. Et du coup, je vais récupérer une carte de chaque. Hop, que je mets dans ma main. Ces cartes, à quoi vont-elles servir? Eh bien, il y a 2 types de cartes. Il y a les trésors comme ceci,
qui vous font gagner des points de victoire brut. La petite encre comme ceci, ce sont les points de victoire. Celle-ci va pas vous faire gagner des points de victoire, elles ne serviront pas à grand chose de plus, mais c'est déjà très bien. Et sinon, les autres cartes vont servir à faire des collections. On va essayer de faire des collections de couleurs. Et bien là, c'est pas mal, puisque j'ai déjà une petite collection de violets. Les autres joueurs vont faire pareil, ils vont donc se décaler de case en case, comme ceci. Hop là, jusqu'à que tout le monde soit passé de l'autre côté. On a une petite flèche comme ceci pour savoir, hop, une petite aiguille de boussole pour savoir où on en est à peu près dans le jeu. C'est très bien édité par Funny Fox une fois de plus. Et puis on va jouer ainsi de suite. Alors quand je pars de l'autre côté du Nautilus comme ceci, je peux à nouveau récupérer des cartes, mais ce que je peux faire aussi, c'est poser mes cartes pour faire mes collections. Ici, je me suis posé sur une colonne où il y a 2 paquets de cartes, eh bien je vais avoir le droit de faire une collection de 2. Bah écoutez, ça tombe bien, on dirait que tout a été préparé, Alexandre. Hop là, j'ai 2 cartes violettes, je vais pouvoir les poser. Si j'avais 4 cartes violettes ici, bah, j'aurais été limité, donc bon, pour le coup ça fonctionne plutôt bien. Je commence à faire ma petite collection de violets, je vais pouvoir récupérer le bonus violet ici. Le bonus violet, hop, qui a été tiré au hasard, c'est un x2, il va venir ici. On va remettre les bonus ici, mais pas de suite, ce sera en fin de manche. Et donc on va tout vider jusqu'à qu'il n'y ait plus qu'un jeton, puis on en remet à nouveau. Donc il y a un certain intérêt à essayer de placer ces cartes en premier, même si vous préféreriez les placer 3 par 3 ou 4 par 4, mais des fois, placer petit, ça peut servir pour aller récupérer les jetons. Et ça, c'est un peu tout le cœur du jeu, parce que ce que je peux faire également, c'est aller rajouter un jeton de hublot comme ceci, pour dire que je termine cette collection. En fait, là, ma collection violette, je pourrais très bien choisir de la continuer en allant récupérer d'autres cartes violettes ultérieurement. Je vais évidemment faire d'autres collections de couleurs, parce que c'est tout l'intérêt. Mais je pourrais dire aussi, je récupère le hublot et je ferme la collection violette. Tac, je ferme la collection violette. Ça signifie que durant toute la partie, je ne pourrai plus faire de collection de violets. Oui, mais j'ai récupéré ce jeton de hublot qui vaut 4. Et regardez le suivant, il vaut 3. Et encore le suivant, il vaut que 2. Chaque jeton de hublot, évidemment, va aller de valeur croissante suivant le nombre de cartes qu'il y a dans votre collection, mais dans la pile en elle-même va aller décroissant. Donc à nouveau, vous allez avoir un intérêt à aller vous servir tôt. Oui, mais si vous le servez tôt, vous fermez ici la collection. Donc j'aime beaucoup, c'est très Iwan Goupy dans le sens où c'est très calculatoire, il y a la petite dose de hasard très bienvenue qui est les cartes face cachée, on ne sait pas trop ce qu'on va récupérer, des fois on a des bonnes surprises, des fois un peu moins. Il y a le côté Théo Rivière, fun, familial, accessible, c'est un bon duo Iwan Goupy, Théo Rivière, et puis il y a cette belle thématique Nautilus Island qui régale, moi j'adore. On continue de ce côté là avec une thématique qui est beaucoup moins littéraire mais qui est tout aussi fun. Avec Skate Legend, un jeu de Anthony Perron, Corentin Lebrat, illustré par Olivier Chevillon. C'est un jeu de Rose Noire Édition. C'est la première fois qu'on accueille un jeu de Rose Noire Édition. C'est un petit studio, c'est un petit éditeur marseillais. Ils sont 3, si je dis pas de bêtises, 2 ou 3. C'est donc la première fois qu'on les accueille en boutique. Il y a d'autres jeux à venir. Moi, je les surveille depuis quelques temps, notamment parce qu'ils ont fait un crowdfunding sur le jeu Le Transpersonnage. Et juste, le jeu est magnifique, j'ai juste vraiment très envie d'y jouer, puisqu'on est sur un jeu de stratégie un peu costaud, mais avec des aspects sociaux, des petits bluffs, des petites trahisons, des choses comme ça. Bref, surveillez ce jeu. En attendant, donc, nous avons Skate Legend, c'est un jeu, pour des parties toutes courtes, entre 10 minutes et 20 minutes, 15 minutes de moyenne, à partir de 8 ans, pour 2 à 5 joueurs. C'est un petit jeu d'ambiance, c'est un petit jeu de stop ou encore avec une thématique skate. Comment est-ce que ça va se jouer? Nous avons 2 paquets comme ceci de pioches. Nous allons préparer 4 figures légendaires, donc on va toujours mettre le Perfect Landing tout en bas. On va tirer 3 cartes brillantes comme ceci. Petit jeu à 12 €. On parle pas toujours des prix, mais franchement, la qualité éditoriale pour le prix est juste trop cool. Il y a plein de petites cartes foil. Bon, alors, est-ce que ça rend le jeu mieux foncièrement en termes de mécanique? Non. Mais est-ce que ça rend le jeu mieux tout court? Oui, ça rend le jeu mieux tout court. On est juste trop content de récupérer ces cartes brillantes. Hop, je mets donc 3 cartes brillantes de figures légendaires par-dessus. On va en récupérer une à chaque fin de manche. Il y aura donc 4 manches. Nous allons tous recevoir une carte dans notre main. Ce sont des cartes de figures comme ceci. Elles existent en 4 couleurs. Il y a tout un tas de figures. Cette figure dans ma main, elle va pouvoir me servir, elle va pouvoir me sauver éventuellement, puisque on va essayer de faire des figures sans tomber. On va jouer chacun notre tour. Quand c'est mon tour, c'est très simple, je choisis l'une des 2 piles, hop,
je prends une carte, je la mets devant moi et je commence à faire mes enchaînements de figures de skate. Là, j'ai attaqué avec un petit manuel des familles qui me rapporte une petite roulette, un point de victoire et on passe au joueur suivant. Quand ça revient à moi, eh bien, je pourrais très bien jouer la carte de ma main, comme ceci, pour mettre mon petit power slide qui me rapporte 2 petites roulettes, mais je préfère continuer à piocher ici. Ici, on a un cas particulier, je fais un no comply, mais j'ai un petit pouvoir qui me permet de piocher une carte. C'est pas mal, ça va me donner un peu plus d'options. Par contre, Alex, je t'ai entendu faire un petit... Pourquoi ? Oui. Parce que ça commence à pas sentir très très bon, puisque il y a 2 cartes rouges et en fait il y a 2 conditions pour échouer, pour tomber de votre skate et finalement ne faire aucun point sur la manche en cours. C'est si jamais vous avez dans votre figure 3 fois la même couleur, ou alors le symbole de petit skate. Et donc il faudra s'arrêter au bon moment. Donc admettons, ça continue, ça revient à moi, je décide de continuer encore à l'aveugle comme ça parce que je suis un sauvage et là j'ai pris les risques, mais ça valait peut-être le coup. On continue, ça revient à moi et ainsi de suite. Quand ça revient à moi, je peux dire, ben moi j'arrête. Et en fait, simplement, je mets mes cartes sur le côté et à la fin, on comptera les points de victoire. Si jamais tous les autres joueurs arrêtent avant moi et que je ne me suis pas trompé, eh bien, ça va être la fin de la manche. Je vais récupérer la carte de la figure légendaire et je vais la mettre dans ma main et je vais attaquer la manche suivante. Les cartes de figure légendaire, elles sont plutôt cool et en général, elles ont des pouvoirs ou des conditions de scoring. Par exemple, celle-ci, le Air Walk Grab, elle me dit qu'il me faut 2 skates dans mon enchaînement déjà. Si je veux 4 roulettes, en fait ce qui va se passer c'est que ultérieurement dans une autre enchaînement de figures, lorsque je déciderai de m'arrêter, on va regarder mes figures légendaires. Si je n'ai pas la condition, elle est sortie, elle est défaussée, je n'en bénéficie pas. Si je remplis la condition, eh bien je vais pouvoir la gagner. Donc ici ça me dit 2 symboles de skate cassés. Pour le coup peut-être que j'aurais dû mettre mon power slide et si je valide avec mon power slide, j'ai 2 skates cassés ici et clac, je pourrais récupérer tout ça. Quand tu joues cette carte là en plus, tu as ce petit elle a un pouvoir. On va regarder les pouvoirs. Ouf, en fait. Hop, il y en a 3 des pouvoirs, ils sont ici. Il y a celui-ci, pouvoir, qui est un petit peu dangereux, c'est celui de rejouer. Pas mal. Ça peut être sympa, ça peut bien sûr se retourner contre vous. Ouais. Les pouvoirs sont obligatoires. Si je joue cette carte dans mon enchaînement, je suis obligé de rejouer. Carte, ouais. Hop, celle-ci va dévoiler une carte de l'une des 2 pioches. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a 2 pioches, basiquement. Hop, là, je choisis une pioche, je retourne. Et bien désormais, les autres joueurs savent qu'ils peuvent piocher un holly qui rapporte un petit point, jusqu'à que quelqu'un prenne le holly. Ça peut avantager les autres joueurs, ça peut aussi les désavantager potentiellement. Ça peut les bloquer. Encore que c'est... pas pire que s'ils piochaient à l'aveugle. J'ai déjà 2 verres. Donc ça les avantage plutôt. Finalement, ça les avantage plutôt. Je vais piocher dans l'autre. Si ça revient à moi, ça peut être aussi utile, par exemple, de rejouer pour aller récupérer cette carte. L'air de rien, alors c'est pas un gros jeu à combo, mais il y a 2-3 petits trucs sympas à faire qui fonctionnent plutôt bien. Et donc le dernier pouvoir, je vous l'ai déjà montré lors du début de l'explication, c'est simplement de piocher une carte. Donc vous avez 3 pouvoirs comme ceci. On va jouer 4 manches. À la fin de la 4e manche, la personne qui sera le dernier debout sur son skate, donc parce qu'il ne sera pas tombé ou alors parce qu'il se sera arrêté en dernier, va récupérer la carte du Perfect Landing qui est toujours la même et qui vous fait gagner plein de petits points supplémentaires. On y a joué tout à l'heure à Skate Legend. Et franchement, c'est vraiment un bon stop ou encore. Je trouve que ça arrive à innover dans le petit stop ou encore de cartes. Assez minimaliste dans son matériel, il n'y a pas de plateau, etc. Ça renouvelle bien. Il y a un petit truc qu'on vous a pas dit. Si jamais vous faites 3 fois la même couleur ou les skates, vous allez tomber. Donc vous allez perdre les points sur la manche en cours, mais vous allez récupérer un casque comme ceci. Oui, c'est un casque, hop là, avec une petite tête d'animal. Ce casque, vous allez le garder devant vous. Vous allez pouvoir faire 2 choses avec. Soit le garder jusqu'à la fin de la partie et c'est des points supplémentaires. Donc vous avez une petite compensation, maigre compensation, mais enfin c'est toujours mieux que rien. Soit vous allez pouvoir vous en servir lorsque vous allez faire votre enchaînement. Admettons, on commence comme ceci, puis après on joue ceci, puis après ceci, aïe, ça commence à pas être très bon dans le rouge. Je peux choisir de poser ceci sur une carte rouge et en fait durant cette manche, le rouge ne pourra plus me faire tomber. Ça c'est vraiment fort. Les autres couleurs oui, les skates toujours, mais la couleur rouge n'est plus une condition pour me faire tomber. Par contre je sacrifie ces 2 points, mais je pourrais potentiellement faire beaucoup plus de points. Voilà donc pour Skate Legend et nous passons à la suite de cette vidéo. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. On enchaîne avec Mycelia qu'on a reçu de chez Ravensburger. C'est un jeu à partir de 9 ans pour 1 à 4 joueurs. Il y a un mode solo que je vais pas vous expliquer là, mais qui a l'air très cool parce que quand j'ai dépunché, j'ai vu des trucs, je me suis dit mais c'est quoi ça? Et en fait à côté c'est marqué matériel pour mode solo. Je dis, ok, c'est toujours une délicate attention. C'est sympa. Donc c'est un jeu de Daniel Greiner. C'est illustré par Justin Chan. Voilà. C'est très joli, la thématique est vraiment top, j'aime bien ce petit côté, vous allez voir le matos il est
En termes d'édition, c'est vraiment propre. Il y aura un petit effet waouh aussi que je vous montrerai, qui était toujours, quand on l'a vu, je crois, à Cannes, il me semble. Tout à fait. Ça a fait l'effet waouh, c'est toujours très cool. En termes de jeu, donc la mécanique est méga simple. C'est un jeu dans lequel vous allez chacun avoir ici un plateau personnel avec des petites gemmes qui seront posées dessus. Alors, pas vraiment aléatoirement, c'est-à-dire qu'en fait, on va choisir une tuile en début de partie. Il y en a 4, je crois, dans le jeu. Okay. Et ça vous indique, pour tous les joueurs, comment vous allez répartir vos 20 petites gemmes, comme si ce sont des petites perles d'eau, si je dis pas de bêtises. Et donc chacun se fait passer la tuile et puis on place les différentes gemmes. On va avoir ici un paquet de cartes et il va y avoir un effet notamment deck building, donc c'est très cool parce que de nouveau on a un côté un peu deck building à la Living Forest en fait. Okay. C'est un peu plus accessible quand même que Living Forest, mais il y a ce petit côté combo de cartes et deck building que je trouve très cool pour les plus jeunes à partir de 9-10 ans. Donc on a un marché de 5 cartes ici. Et on va avoir notre paquet de cartes qui est le même pour tous en fait. On a au début, je crois, donc c'est ça, 6 cartes en fait. On a 2 petites tuiles de pouvoir ici et je vous expliquerai comment ça fonctionne. Le but du jeu, c'est de se débarrasser, comme je vous disais, de ces petites gemmes. Pour ce faire, au fur et à mesure en fait, de la partie, on va jouer des cartes actions qui vont permettre de déplacer des petites gemmes et notamment il va falloir les déplacer ici pour que quand les gemmes arrivent là, vous les prenez et vous les mettez en respectant sur ce petit plateau là le sens de circulation, donc c'est une espèce de petit plateau qui va tourner, je vous montrerai après comment ça marche, mais vous mettez les petites gemmes ici. Là j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs, parce qu'à 3 joueurs le dé sera ici, et à 4 joueurs le dé sera là, ce sera notamment un système pour marquer où ça va stopper le posage, on va dire, des petites gemmes. Ok. Alors comment ça fonctionne mon tour? C'est méga simple, j'ai 3 cartes en main à mon tour, et je vais pouvoir les jouer. Et je serai même obligé de les jouer, mais quand je joue une carte, je peux ne pas faire son effet. Tout ou partie, je m'en fiche. L'idée c'est que je vais jouer une carte à mon tour et je vais forcément jouer les 3. Je vous explique rapidement les cartes. Là par exemple, cette action-là est très simple. Hein. On me dit que je peux déplacer une petite gemme qui est présente sur un lac, en fait, sur une case d'eau, d'une case adjacente, orthogonalement évidemment. Donc je pourrais très bien dire, celle-ci elle va aller là, mais celle-ci peut aller là, par exemple, etc. Là, ce que je vais faire, je peux jouer ça juste après, et je dis, même chose, je déplace, mais c'est une qui est présente sur des petites feuilles comme ça, rouges. Donc je regarde, j'en ai une là, ça tombe bien, je vais la mettre là. Et du coup, comme elle est là, elle part ici. Voilà, tout simplement. Le petit truc sympa de remplir ce qu'il y a. Dernière carte que je vais jouer, c'est celle-ci. Vous avez des petites feuilles comme ça, vous les prenez, là j'en gagne 2. Quand vous avez ce petit symbole-là, c'est tous les autres joueurs. Donc ça, par exemple, c'est un pouvoir que vous ne pouvez pas ignorer. C'est-à-dire que je peux ignorer de ne pas gagner 2, je peux ignorer de gagner 2, mais le 1 pour les autres joueurs, c'est les autres joueurs qui choisissent s'ils veulent le gagner ou pas. En général, ils sont pas fous, ils le prennent. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'en plus de jouer mes cartes, je peux faire 2 actions bonus, entre guillemets, autant de fois que je veux. Notamment, la première, ça va être d'acheter. Donc là, par exemple, je paye 2, et je peux acheter cette carte-là, par exemple, ou celle-ci. Et donc cette carte-là, par exemple, quand je la jouerai, je gagnerai 3. Celle-ci, quand je la jouerai, je pourrais déplacer une gemme où il y en a déjà 2 de présentes. D'accord. Ici, par exemple, je pourrais déplacer également une gemme. Cette petite araignée-là vous oblige à le faire, en fait, à chaque fois. Vous avez une condition, en fait, c'est pas vraiment une obligation, mais il faut absolument qu'il y ait qu'une seule gemme dessus. C'est-à-dire une case qui aurait 2 petites gemmes, ça marche pas. Il faut qu'il y en ait qu'une seule. C'est la petite araignée qui vous le rappelle. Donc là, je me dis, tiens, je vais acheter cette carte-là. Vous allez me dire, comme tout deck building, je vais la mettre dans la défausse. Non, je la mets au-dessus de mon deck. Ça, c'est intéressant parce que ça permet d'anticiper. Je sais qu'au prochain tour, j'aurai cette carte-là. Autre action de bonus que je peux faire en plus, c'est l'utilisation d'une de ces tuiles-là. Le problème, c'est que ces tuiles-là, elles ont un coût. Donc vous avez A, B, mais vous pouvez jouer après avec d'autres tuiles. Il y en a dans la boîte. Cette tuile-là me permet pour une petite feuille de renouveler le marché. Je défausse les 5 cartes et je renouvelle le marché. Pour 3, je peux choisir une gemme et je la déplace d'une case. C'est tout. Au fur et à mesure, donc comme je disais, chacun des joueurs va faire ça. Donc je joue obligatoirement mes 3 cartes et entre ces actions-là de cartes, je peux recruter ou activer des tuiles Et donc au fur et à mesure, on essaie de se débarrasser de ça, parce que je vous rappelle, c'est le but du jeu. Et quand on arrive à tout compléter, à la fin de mon tour, si tout est complété, je vais en fait tout simplement récupérer le dé et surtout je vais m'en servir pour faire tourner. Donc en fait, je vais prendre ça, je vais faire tourner. Hop. Et là, c'est le petit côté sympa que j'aime du jeu. C'est trop cool. Ces petites gemmes sont tombées et le plateau ici s'est vidé. Je vais ensuite lancer ce dé et ce petit symbole-là va se retrouver sur ce petit plateau. Donc là, vous avez un petit symbole de lune. Il y a plusieurs petits symboles sur le dé, qu'on va retrouver sur ce petit plateau-là, qui est commun aussi à tous les joueurs, et qui va vous indiquer combien de gemmes vous allez devoir rajouter et à quel endroit. Là, par exemple, la lune est présente ici et là, donc je récupère parmi les gemmes qui sont tombées la petite lune que je vais mettre là et la petite lune que je vais mettre là. D'accord. De nouveau, ça refine un petit peu, moins que ce que j'ai défaussé normalement, et de nouveau, je vais recompléter ma main à 3 cartes. Et évidemment, j'ai acheté celle-ci au tour d'avant, donc je peux anticiper. Une fois que j'ai fait ça, je renouvelle le marché. C'est tout. Et là, vous avez
toutes les règles du jeu, si ce n'est que ces tuiles-là peuvent être changées. Hein. Vous avez des A, B, C, D, E de mémoire, donc c'est d'autres pouvoirs. Ok. Là, ce sont les cartes de base, mais vous allez avoir des icônes ici qui vous indiquent des cartes spéciales que vous allez pouvoir ajouter plus tard dans les parties. Donc, c'est un jeu en fait où la mécanique est méga simple. Le but du jeu, simple, il ne faut plus avoir de gemmes sur son plateau. Vous avez une mécanique de deck building, donc ça ajoute un peu de stratégie. Et ensuite, les cartes que vous allez ajouter spéciales et les tuiles vont rajouter beaucoup plus de contrôle. Donc, j'aime bien ce genre de jeu qui propose une mécanique simple pour faire découvrir des mécaniques qui commencent un peu à se populariser aux plus jeunes, mais qui permettent aussi d'apporter des modules qui vont modifier un peu le jeu et accompagner les joueurs jusqu'à, à partir de là, pour le coup, de 9 ans, mais jusqu'à 95 ans, j'en sais rien. Pour les grands enfants comme nous, et pas que. L'effet WoW est trop bien, et l'édition, franchement, très très propre. J'ai lu les règles sans trop de soucis. J'ai fait la mise en place sans problème. Ça, je l'ai monté. Oui, tu les as lus vite, effectivement. Ouais. C'était vraiment très plaisant. On regarde, on dit bah tiens, je joue une carte. Vous jouez toutes vos cartes, vous faites ce que vous voulez, mais vous jouez vos cartes. Et ensuite, il y a des petites actions à droite à gauche qu'on a le droit de faire. C'est tout, c'est méga simple. Mais celle-là, je suis assez content qu'on l'ait reçu à la boutique parce que ça fait plaisir de voir un jeu bien édité avec des mécaniques simples, pas forcément originales, mais avec un petit twist comme ça. Et le petit but du jeu qui est au final de tout vider, je trouve ça chouette. C'est très propre. Ça me donne envie d'y jouer. J'ai déjà envie d'y jouer. On va enchaîner. On a des parties de Skate Legend à faire. Bah oui, on a plein de trucs à jouer. 2-3 petites choses qu'on prépare pour des focus éventuellement, mais c'est vrai que j'aimerais bien trouver le temps aussi. On enchaîne avec Differentio. Differentio, c'est un jeu de chez Kif Édition. C'est un jeu de Victor Saumon, Émeric Dupré et illustré par Pauline Détraz et Nayad. Et c'est très joli. Oui, forcément. Nayad. C'est un jeu à partir de 7 ans. C'est vraiment pas très compliqué. Je pense que même les plus jeunes peuvent s'en sortir mieux que les adultes. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs. Pour des parties d'environ 15-20 minutes. Vraiment, c'est pas très long. Vous avez un plateau ici qui est recto verso. Donc, je vous montre que ce plateau-là, mais à l'intérieur, vous aurez d'autres cartes et d'autres plateaux. Donc là, je vous montre juste ce plateau-là, sur lequel, en fait, on va prendre les cartes correspondantes aux illustrations, à la thématique, hein, et on va les positionner en respectant les numéros. Donc vous avez la 1, la 2, la 3, la 4, et ceci jusqu'à 9, toujours en lisant de gauche à droite, de haut en bas. Le but du jeu va être de marquer 6 points. Les points, vous allez les marquer avec les cartes. Vous verrez qu'au bout d'un moment, il va y avoir des cartes qu'on va collecter. À chaque tour, donc ce qui va se passer, c'est que une partie va durer 2 manches. Et à la première manche, ce qui se passe, c'est qu'il y a un joueur qui va changer à chaque fois, qui sera nommé l'architecte, et donc les autres joueurs seront les rêveuses. L'architecte, lui, il va choisir une carte qui va aller modifier. Donc tout le monde va commencer en fait la partie avec 3 cartes en main, en fait, tout simplement, hein. Des cartes qu'on va pouvoir justement changer. Et donc, je vais choisir une carte que je vais aller modifier. J'aurai 3 cartes en main, donc du coup, je vais choisir une carte que je vais modifier. Les autres joueurs vont, un peu comme le loup-garou, en fait, ils vont fermer les yeux. Donc les rêveuses vont fermer les yeux. Et moi, je vais changer ma carte. Et c'est intéressant parce qu'en fait, il y a ce côté un peu cette différence. Vous voyez, cette carte-là, c'est le numéro 1, donc elle va forcément changer à celle-ci. Et en fait, il y a des différences. Vous voyez, ici, la dame, elle est en train de faire de la poterie. Il n'y a personne à droite ou à gauche. Alors que là, on a une carte où elle ne fait pas de la poterie, elle est en train de, de découper un poisson. Là, il y a un bonhomme qui monte, et là, il y a un monsieur qui est sur un bateau. Et en fait, je vais tout simplement changer cette carte-là. Pendant que les autres joueurs ont les yeux fermés, je vais essayer de bouger un peu toutes les cartes de façon à ce qu'ils croient que du coup j'ai modifié l'une des cartes sans qu'ils s'en rendent compte. Je mets cette carte là, ensuite je leur dis c'est bon, vous pouvez ouvrir les yeux, il y a une carte qui a changé. Votre but à vous le plus rapidement possible et avant tous les autres rêveuses, c'est de trouver la carte. Dès que vous faites une proposition, vous dites celle-ci elle a changé. Moi je vais vous dire si c'est oui ou non. Si c'est non, vous n'avez pas le droit de faire d'autres propositions et vous marquez pas de points. Par contre, si un joueur trouve la carte, dans ce cas-là, il gagne la carte, effectivement, et ça lui fera un point. Si jamais personne ne trouve la carte, c'est moi qui gagne le point, tout simplement. Et après, je recomplète ma main à 3 cartes. Ok. Une fois que j'ai fait ça, l'architecte change. Dans la première manche, à partir du moment où quelqu'un a 3 cartes, donc 3 points, on passe à la seconde manche. La seconde manche, c'est exactement le même principe, si ce n'est que maintenant, vous avez le droit de changer 1 à 3 cartes. Ok. Et donc forcément, on va utiliser plus de cartes, mais on va changer plus de choses, essayer d'embrouiller plus les joueurs. Et donc forcément, à changer 3 cartes, vous avez du coup plus de possibilités de changement, et peut-être que les joueurs vont aussi avoir plus de chances de trouver les cartes que vous aurez changées. C'est très malin, notamment le fait d'avoir proposé du coup des plateaux différents. Je vais essayer quand même de vous montrer l'autre côté du plateau. Ouais, ça vaut le coup parce que sur les deux, il y a un travail d'illustration. Et le travail d'illustration se retrouve aussi franchement beaucoup très cool. sur les cartes. Donc là, en fait, je vais retourner. Je vous laisse quand même voir celui-ci. Il y a plein de petits détails et quand on rajoute les cartes, évidemment, il va y avoir de nouveaux éléments. Il y a encore à nouveau plein d'autres petits détails. C'est vraiment formidable. Et en fait, c'est génial parce que des cartes numéro 1, on en avait plein ici.
Hop, et là je vais prendre des cartes numéro 2 par exemple. Voilà, là on voit par exemple il y a ces petits bonhommes là, et puis là il y a ici, on voit que les chiens ils ont bougé finalement, le chien qui était là il est ici. Et en fait c'est marrant, c'est les mêmes éléments mais comme si ça bougeait, ça raconte vraiment une histoire. Et c'est pour ça que je vous disais qu'en général les plus jeunes ont des facilités sur ce genre de jeu, parce que quand vous allez observer la carte, les plus jeunes ont tendance indirectement, spontanément on va dire, de se raconter une histoire sur chacune des cartes. Et se dire, ok, là, bah, le petit chien, il est en train de chasser la mouette, donc c'est bon, je sais que le chien, il est sur le rocher en train de chasser la mouette. Là, il y a, je sais pas moi, le dragon qui est en train de rigoler avec les autres. Et donc, quand vous racontez une histoire, forcément, les changements vous impactent plus mentalement, et c'est là que vous allez pouvoir, justement, essayer de contrer le joueur dans sa stratégie en voulant changer les cartes. Franchement, en termes d'édition, c'est très propre. Le bateau, c'est vraiment de qualité. Et en plus, le travail d'illustration, là, il est primordial, parce qu'il faut faire vraiment un travail sur des petits éléments, mais qui soient quand même visibles, mais pas trop. Je trouve ça super propre. Enfin, moi, je me souviens quand on a vu ça à Cannes, j'ai trouvé ça génial. Dès qu'on voit le jeu, on se dit Differentio, ok, il y a un truc de différence, il faut que je retrouve une carte. Il y a un côté très instantané, très évident. Franchement, c'est hyper bien fait. J'aime beaucoup Differentio. Vraiment, c'est le genre de jeu où déjà, quand on le met en place, on se dit, bah, vas-y, on fait une partie, allez, vas-y, on joue. Ça se met en place très vite. On commence la partie très vite. On a expliqué les règles très vite. Voilà. Très agréable. C'est top. C'est encore un bon travail de chez Kif Édition. Et on va enchaîner. Oust les monstres, un jeu coopératif pour jouer avec des enfants à partir de 3 ans. Alors comme tous les jeux pour les enfants de 3 ans, et bien c'est simple comme tout, et surtout je trouve ça très mignon, hop, avec des petits monstres mais qui font pas peur. C'est un jeu dans lequel on a un sachet, dans lequel il y a les monstres qui se sont cachés après avoir mis la pagaille dans la maison. Ils ont emmené avec eux tout un tas de mobilier. Il faudra donc aller ranger dans la maison. On a 4 plateaux comme ceci qui représentent différents lieux de la maison et il faudra donc aller trouver les objets et les remettre au bon endroit. C'est tout simple, on joue chacun notre tour. Quand c'est mon tour, je vais aller piocher dans le sac, mais je pioche pas comme ça bêtement en prenant au hasard. Oui. Non, je vais essayer de tâter un petit peu ce que je touche, essayer de comprendre la forme de ce que j'ai dans la main pour voir si c'est un élément de décor, par exemple si ça a une forme de lit ou si ça a une forme de petite lampe. Je pense que c'est pas mal, en tout cas j'espère, parce que c'est vrai que c'est pas facile de reconnaître à l'aveugle, parce que si je trouve un bon élément, c'est super, je pourrais le ranger au bon endroit, donc ensuite il faut aller trouver quel objet va à quel endroit. Okay. Mais si par contre je sors un monstre, eh bien oups, le monstre, hop là, on le jette et on passe son tour. Alors c'est pas grave, on est en coopération. Oui. C'est le genre de jeu dans lequel on ne perd pas, on ne peut que gagner. Il faudra juste arriver à trouver les bons éléments et les mettre au bon endroit sans se faire embêter par les monstres. Voilà donc Oust les monstres, petit jeu tout tranquille, tout zen pour les enfants à partir de 3 ans. Et je me déplace par là-bas parce qu'on va aller derrière le comptoir. Il y a une montagne de trucs derrière le comptoir dans cette vidéo du vendredi. Il y a tout ça. Oui, je t'ai piqué ton micro, c'est bon. On commence par quoi? Par ça, parce que c'est devant. Une nouvelle gamme de Rubik's Cube, je le mets entre guillemets parce que comme Sopalin et tout ça, c'est juste le nom d'une marque qu'on a associé à un produit. C'est même pas vraiment des cubes en plus, la plupart. Voilà. En gros, c'est casse-tête de manipulation avec des phases de couleurs. Ouais, c'est plus facile de dire. Ça marche bien comme description. Avec donc plusieurs formats assez originaux, plusieurs formes, nombre de faces, etc., etc. Donc voilà, une nouvelle gamme, parce qu'on nous demande assez souvent si on a des trucs un petit peu plus originaux que juste 3, 4, 5 faces. Voilà, maintenant on a des trucs bizarres. Hop, 5 faces. Ouais. Oh là là. Ouais. Moi 2 faces déjà. Même une face des fois, je sais pas si. Bon, continuons. Il y a Marvel Zombies, la résistance des héros. Vous me dites, oh là là, c'est une extension pour le nouveau Marvel Zombies qui était déjà sorti il y a 1 mois et demi. Pas du tout. Pas du tout, c'est un jeu indépendant, un standalone, qui est là un peu comme introduction pour le jeu Zombicide. Il est bien plus simplifié, il est moins long, c'est 1 heure de partie max, alors que un Zombicide ça peut partir sur 2 heures de partie. Lui il se joue de 1 à 4 joueurs, toujours à partir de 14 ans, et en gros dans Marvel Zombies vous incarnez les méchants, les zombies, et vous mangez les gens. Enfin, vous êtes les héros qui sont devenus des méchants zombies et qui mangent les gentils. Et là, dans celui-là, vous incarnez du coup la résistance des héros. Vous incarnez les héros qui sont toujours sains de corps et d'esprit. Pour l'instant. Ouais. Et qui, eux, vont du coup essayer de sauver les civils des hordes de zombies dans lesquels se trouvent quelques héros qui sont passés comme ça. Donc voilà, c'est une petite introduction. Vous avez comme d'habitude des méga belles figurines des héros, mais aussi des méchants zombies et des héros zombies.
Voilà. C'est vraiment une bonne chose, une boîte de zombicide en petit format. Ouais, en petit prix pour des aussi. parties qui durent au moins de 1h30, 2h. Ouais. C'est bien pour mettre un peu le pied à l'étrier pour pouvoir essayer sans se lancer dans des parties de 5 heures. C'est ça. Ça peut être très très costaud. Donc voilà, un petit zombicide. Je te laisse le Ah bon Pokémon. D'accord. Alors que je découvre là. Hein. Je découvre parce que j'ai pas du tout préparé le Pokémon. Alors ici, Est-ce que ça se prépare le Pokémon? nous avons Palmaval X, évolution de Canarbello dans ce coffret de évolution à Paldea. Oui. En tout cas, on est dans du écarlate et violet. Est-ce que c'est du Paldea? Est-ce que c'est du Obsidienne? Je ne sais pas trop. En tout cas, on est dans du écarlate et violet. Si, ça a l'air Et d'être lui, c'est Paldea. Miascarade, un chat maléfique, mi-plante, mi... je ne sais pas. Mimolette. Voilà. Des jeux de mots de grande qualité ce soir. Messieurs, dames, c'est moi qui ai commencé, j'ai rien à dire. Ici, Palmaval et Amphinobi radieux. Ok. Et nous allons avoir, hop là, ici, Miascarade à nouveau et un Alakazam radieux. Je connais Alakazam. Eh oui. Radieux, je ne sais pas, mais je connais Alakazam. Grave avec sa petite cuillère. Hop. Et tant que nous sommes dans les Pokégnomes, eh bien, le calendrier Pokégnome pour la fin d'année, donc en gros, c'est un calendrier de l'Avent. Oui. Me semble-t-il, qu'il y a des choses plutôt exclusives dedans, Oui, donc tout du à contenu fait. qu'on ne trouvera pas ailleurs. Et donc il y en a pour, je sais pas, c'est quoi, les 25 derniers jours de décembre, les 20 derniers jours de décembre, 25, c'est ça, c'est 25 marqué au dos. surprises. Le calendrier des fêtes du GCC Pokémon contient les 25 surprises suivantes, 2 petits points, et je vais pas toutes vous les lire, mais en Cartes gros, brillantes, il y a des boosters. cartes brillantes, ouais, des boosters, Des ça, c'est pièces. cool. Des pages d'autocollants, un porte-clés Pikachu. Bon, et Givrali, mais. Non, il n'a pas suivi. Eh, il y a un porte-clés Pikachu quand même. Porte-clés Pikachu, c'est vraiment C'est cool. mignon. L'autre, je connais pas, Givrali. Donc voilà, on n'en a pas énormément parce que je c'est pense que c'est vrai. des produits sur lesquels, comment dire, il va y avoir des quantités limitées. On a quand même quelques boîtes, donc n'hésitez pas à nous demander le calendrier des fêtes. Pokémon. D'ailleurs, en parlant de cartes, l'Orcana, c'est finito pipo, hein, ça y a pas, voilà. Hein. Par contre, on a reçu ça en retard, comme le reste de la France. Hein, c'est arrivé une semaine après sa sortie, mais c'est des sleeves, voilà, des protège-cartes pour l'Orcana, à l'effigie de la Reine des Neiges et de Crochet, qui étaient aussi des deckbox à l'époque où c'était encore trouvable. Voilà. Petit point sur l'Orcana, on en profite parce que vous nous passez énormément d'appels, on reçoit beaucoup de messages sur l'Orcana. Nous n'avons plus rien, enfin à part ça, on n'a vraiment plus rien, puisque comme les petites boutiques revendeurs, les autres de France, et nous avons eu une avant-première de 2 semaines. Et bien, du coup, en 2 semaines, on va vraiment écouler tout le stock. Le jeu sort officiellement aujourd'hui, la date où la vidéo sort. Oui. Officiellement, donc en grande surface culturelle, Avec tout voilà, ça, par exemple. ça. Nous, on en aura à nouveau, mais à la saison 2, en fait, mi-novembre, on sera à nouveau en avant-première. Mais c'est que du chapitre 2. Le chapitre 1, c'est mort. C'est ça, pour l'instant. Là, c'est en. Ils ont dit pas de réimpression pour l'instant. Je ne sais pas ce que je dois comprendre avec ça. En tout cas, pas de réimpression pour l'instant. Voilà, bah, à part ça, c'est bon, hein. Et on vous dit À bientôt, chez Jeux des cartes Bordeaux.